Bonjour et merci aux personnes qui ont travaillé depuis un certain temps pour mettre en place ce partenariat entre notre association, le GREP Midi-Pyrénées et le Muséum de l'Histoire naturelle. Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Bertrand Chapuis pour réfléchir avec nous sur la notion de sororité néandertalienne. Et je me suis mis d'accord avec lui hier pour changer notre présentation et donner plus de temps à l'échange avec le public. Je me contenterai seulement avec une question à la fin qui va permettre au public de découvrir la pratique pluridisciplinaire qu'a menée notre invité d'aujourd'hui pour mener à bien deux ouvrages. Le premier, rédigé en pleine période de confinement, ce qu'il appelle le grand confinement, une sorte de dialogue avec soi, mais aussi avec les parents et les enfants. Et je me contenterai, avant de passer la parole, de citer le psychanalyste qui a préfacé son livre sur les mystères de Néandertal, de Bruniquel. Le psychanalyste Rémi Puy-Yelloux a dit ceci dans une présentation. En manque de rencontres au pluriel que ces temps de Covid, Bertrand Chapuis fait appel à ses lectures philosophiques, psychanalytiques, aux romans et films qui l'ont marqué. Il convoque ceux qui l'ont formé, ceux qui lui ont permis d'aimer son métier. Un dialogue s'établit qui, peu à peu, retrouve le travail quotidien, les coups de téléphone aux parents, aux enfants accueillis, aux équipes qui entretiennent le travail d'écoute et le maintien du lien à tout prix en ces périodes de confinement. Fin de citation. Donc, à toi la parole, mon cher Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Merci Habib pour cette présentation. Merci au GREP et au Muséum de me donner l'occasion d'intervenir un mois après la conférence sur l'histoire métisse du génome humain de Luis Quintana Murci. Son approche de généticien d'une grande rigueur scientifique a abordé le questionnement universel « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?» Pour suivre son conseil, c'est en prenant 3000 pincettes de précaution qu'à mon tour je vous confie à un grand voyage d'aller-retour dans le temps et dans l'espace à la recherche de nos origines pour mieux comprendre le présent et réfléchir à notre destinée. Faire l'hypothèse d'une humanisation par la sororité des mères dans les communautés néandertaliennes à l'époque du Paléolithique moyen est un voyage à remonter le temps. Cette période s'étend sur des centaines de milliers d'années, entre environ 300 et 40 000 ans avant le présent, sachant que le Paléolithique inférieur commence avec les premiers galets aménagés il y a plus de 2 millions d'années. Durant ces périodes, coexistent plusieurs types d'humanité. Au Paléolithique récent, il n'y a plus que l'humanité sapiens. Ils deviennent éleveurs, cultivateurs au Néolithique, suite au changement climatique. Les récits mythologiques de Mésopotamie font état du déluge. L'introduction dans les récits des démons femelles cherchant à séduire les hommes signe le début du patriarcat. Personnifiée par Lilith dans Gilgamesh aux Enfers, elle devient la première femme d'Adam dans la tradition juive. Comme lui, elle est créée dans la glaise avant d'être remplacée par Ève, tirée de la côte d'Adam.
L'épopée de Gilgamesh sera transcrite en caractères cunéiformes sur tablette d'argile vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce récit confirme le renversement du pouvoir et la domination masculine du patriarcat. Les structures de la grotte de Bruniquel ont été construites il y a 176 500 ans en pleine période glaciaire extrêmement rigoureuse. À cette époque, seules des humanités néandertaliennes occupent l'Europe. Sapiens est en Afrique, les Dénisoviens sont en Asie. Sapiens commencera à explorer le Moyen-Orient vers 100 000 avant son arrivée massive en Eurasie, vers 40 000, les communautés néandertaliennes s'éteignant un peu après. Alors merci aussi à vous d'être là. Votre présence témoigne d'une curiosité et d'un intérêt que nous avons en commun, celui porté au processus d'humanisation et à la question de leurs origines. Une précision indispensable concerne la question des processus. Il faut distinguer l'hominisation, qui est un processus évolutif global de caractères neurocomportementaux acquis, qui résulte d'une adaptation aux conditions de survie liées à la bipédie exclusive. Libérant les mains, elle permet aux mères d'allaiter leurs petits, les yeux dans les yeux, bien avant de leur permettre d'accueillir le corps de l'homme dans un face-à-face. L'humanisation est un processus évolutif global de caractère neuropsychique jamais acquis. Il est lié aux relations humaines à l'intérieur des clans pour s'adapter à l'environnement grâce à la communication qui va jouer un rôle essentiel. Vous noterez qu'on se déshumanise plus vite qu'on s'humanise. On devrait mettre au pluriel et non au singulier les processus, les humanisations et leurs origines diverses. Mais nous pouvons faire l'hypothèse qu'il y a une origine commune à tous ces processus d'humanisation, celle de la mise au monde du petit par une mère au risque de la non-survivance, la sienne ou celle du bébé. Confrontée à l'incompréhensible de la mort au moment d'une naissance, la sororité des mères néandertaliennes serait à l'origine de la plus ancienne religion pour résoudre l'angoisse existentielle. Cette religion, c'est l'animisme. L'angoisse va être résolue par la croyance que toute naissance est la tentative de réincarnation d'un esprit ancestral. Thèse largement argumentée par les recherches sur les cultures autochtones des sociétés matriarcales à travers le monde. L'animisme, c'est concevoir une dimension spirituelle, celle des esprits. C'est entrer pour toute forme de vie dans l'idée de deux mondes, le monde présent, visible, et un monde sensible, invisible, un en deçà des profondeurs qui deviendra au néolithique un au-delà céleste. L'animisme va être aussi à l'origine des premières incantations chamaniques qui accompagneront l'accouchement. Michel Audin, longtemps responsable d'un service de chirurgie et de maternité en France, a fondé à Londres un centre de recherche en santé primale, considérant l'accouchement naturel comme la forme la plus vitale d'écologie humaine. Les comportements maternels autour de la naissance et des premières années ont été cruciaux pour la survie des espèces. Or, le développement du néocortex a été spectaculaire chez les hominidés. Au Paléolithique, ce cerveau était au service des cortex sous-jacents responsables de la survie. Chez les sapiens, il a eu tendance à prendre le pouvoir sur les cerveaux primitifs, contrariant le déroulement des processus naturels comme l'accouchement. La façon de naître des petits des femmes reste encore aujourd'hui un enjeu pour l'évolution future de notre espèce sapiens qui se prétend l'homme moderne. Or, les approches médicales de l'obstétrique, échographie, péridurale, ocytocine de synthèse, modifient radicalement les relations précoces du bébé avec son environnement et peut-être qu'il témoigne d'une société qui, d'une façon générale, n'accepte plus trop la souffrance, mais n'accepte surtout pas la mort, particulièrement quand il s'agit de la mise au monde. Le docteur Michel Audin, engagé dans la démédicalisation de l'accouchement, a préfacé le guide de la naissance naturelle, Retrouver le pouvoir de son corps, d'Ina May Gaskin,
prix Nobel alternatif en 2011 pour son approche de sage-femme, forte de ses 40 années d'expérience. Ce livre nous fait redécouvrir une sagesse oubliée. L'ouverture du corps est liée à l'ouverture de l'âme, ce qui donne à l'enfantement sa pleine dimension spirituelle. Il s'agit donc bien d'une approche basée sur l'animisme, guidée par une maïeuticienne au pouvoir chamanique. Ce pouvoir, lié au savoir de la sage mère, est un pouvoir différent du chamanisme ordinaire. C'est un paléo-chamanisme. Il se passe dans la tente sombre. L'anthropologue Charles Stepanov, dans son livre « Voyager dans l'invisible », le décrit comme intime et horizontal. Être chaman, c'est être passeur. La chamane est une accoucheuse. Le monde intérieur de celle qui demande à être initiée dans la tente sombre est habité par un esprit ancestral qui s'incarne, qui se fait chair. À l'inverse, la tente claire répond à un chamanisme vertical et hiérarchique. Le chaman acquiert un statut héréditaire. Il œuvre pour la communauté qui l'a rituellement investi. Et le groupe confie au chaman le travail imaginatif pour obtenir l'alliance du monde invisible des esprits. À partir du néolithique, le chaman intercède auprès des esprits du monde animal et végétal pour le bienfait de la communauté, obtenir leur faveur pour l'élevage, les récoltes. Ce chamanisme a tendance à se masculiniser. Il représente un pouvoir spirituel avec lequel le pouvoir temporel et matériel du chef de clan doit composer. Sollicité pour éviter ou guérir des maladies, le chaman assure pour l'ensemble de la communauté le voyage dans le monde de l'invisible. Mais il y a deux sortes de voyages dans l'invisible. Il y a celui de l'invisible du visible, puisqu'on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est le secret du renard dans Le Petit Prince. Et puis il y a celui des états modifiés de conscience que produit l'imaginaire, soit par les rêves, soit par des prises de substances. Les états modifiés de conscience sont des états soumis à diverses interprétations. De ce point de départ universel qu'est la naissance, la suite du processus pourra conduire à des humanisations différentes en fonction du contexte environnemental. Cette diversité dans l'évolution des processus d'humanisation au cours de l'enfance est toujours d'actualité. L'éclairer par ce retour en arrière jusqu'à la préhistoire permet d'aborder les raisons qui font qu'aujourd'hui, notre humanité sapiens d'homme moderne a besoin d'un mois de mars consacré à l'égalité femmes-hommes et d'une journée internationale pour les droits des femmes. À la préhistoire, avant le néolithique, il n'y en avait pas besoin. Le pouvoir des femelles à devenir mères mettait le féminin au premier plan de l'existence. Bien avant de prier « Notre Père qui êtes aux cieux », c'est « Notre Mère qui êtes la terre » que la sororité des mères de la préhistoire a dû invoquer. De nombreuses lectures portant sur les sociétés matriarcales rattachent les origines sociales des humanités au comportement instinctif des femmes devenues mères bien avant la construction d'un patriarcat. En m'appuyant sur mon expérience de médecin et de thérapeute d'enfants, d'adolescents et de parents, j'essaie aujourd'hui d'argumenter l'hypothèse que la découverte des structures annulaires dans une grotte à Bruniquel pourrait être un lieu de rituel centré autour des naissances pour la survie des mères et de leurs petits. Les sociétés matriarcales sont des sociétés d'équité et de partage entre les sexes. Même si le pouvoir de la mère maintient la cohésion du clan pour sa survie, le matriarcat et la matrilinéarité ne sont pas une image inversée du patriarcat colonisateur. Alors il y a des grottes uniques dans les gorges de l'Aveyron, notamment près de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne. La grotte des structures est classée monument historique depuis 2017. Pour y accéder actuellement, on passe par un boyau très étroit. La découverte s'est faite en 1990. Et après un immense cône d'éboulis témoin de l'effondrement du porche d'entrée initial, 2 salles précèdent celles des structures. En voilà une, et voilà une autre salle qui témoigne d'un lieu d'hibernation des ours, comme en témoignent les Bauges, et des traces de griffures sur les parois. Voilà la salle des structures. 112 mètres linéaires et 2,3 tonnes de morceaux de stalagmites ont été nécessaires pour entourer une surface grosso modo de 30 mètres carrés.
Vous imaginez la difficulté pour monter le matériel nécessaire à faire une étude de toutes ces structures, et néanmoins, ils ont pu numériser et cartographier chaque morceau de spéléothème, où ils ont pu retrouver qu'il y avait une grande maîtrise du feu pour s'éclairer, et qu'ils utilisaient comme première lampe à huile de la graisse dans une tête fémorale d'ours. Ces points de chauffe ont été confirmés par géomagnétisme, ce qui donne une archéologie de l'extrême pour un héritage totalement sidérant, nous dit Jacques Jaubert, professeur de préhistoire et archéologue, responsable des recherches dans la grotte avec Sophie Verheyden, chercheuse en paléoclimatologie. Alors m'autoriser à aborder le point de départ du processus d'humanisation à l'époque de la préhistoire, alors que je ne suis ni préhistorien, ni archéologue, ni paléontologue, m'oblige à vous raconter par quel chemin, c'est-à-dire par quel processus d'humanisation personnelle, mon existence est passée. Ce chemin m'a fait comprendre qu'on est tous porteurs de savoir anthropologique, sans le savoir, puisque l'anthropologie est la science de l'homme. Il y a l'anthropologie de l'hominisation liée au caractère anatomique et biologique de notre espèce. Mais il y a aussi l'anthropologie de l'humanisation, l'ensemble des sciences qui étudient l'humain pris dans ses relations à l'environnement, comme la sociologie, la psychologie. Cette humanisation est un savoir lié à nos expériences. Je suis devenu médecin suite à une thèse de doctorat qui portait sur 1 an et demi d'urgence abdominale en Afrique, en dehors des traumatismes, à l'hôpital de Saint-Louis du Sénégal. C'était à propos de 157 patients. Parmi eux, un homme de 75 ans. Il présentait une énorme hernie inguinale étranglée. L'opération en urgence l'a sauvé. 1 mois après sa sortie de l'hôpital, il m'invitait dans son petit village de pêcheurs et je pensais que c'était pour me remercier comme quand j'étais invité à un mariage ou à un baptême. Arrivé dans son village, au bord de l'océan, il me fait monter dans sa case et après la cérémonie des 3 thés partagée avec 2 autres vieux monsieur, ils sont sortis, me laissant seul dans la case. Une femme est venue m'apporter la grande bassine de riz aux poissons, la thiboudienne, qui nourrirait ensuite le village. Elle m'a fait signe que je devais manger. Pensant que les 3 hommes allaient revenir, j'attendais un peu, puis au bout d'une vingtaine de minutes, personne ne revenant, je me décide à prendre quelques poignées de riz. Quand la femme revient chercher le grand plat, elle me manifeste son mécontentement, trouvant que je n'avais pas assez mangé. Puis les 3 messieurs reviennent pour une nouvelle cérémonie des 3 thés, avant de rejoindre la place au centre des cases, où tout le village semblait nous attendre pour faire la fête. Sans le savoir, j'étais pris dans le cérémoniel d'un rituel. Ayant sauvé la vie de cet homme, je devais restituer sa fonction et son pouvoir au sein et aux yeux de sa communauté en occupant sa place. J'étais devenu, à mon insu, le marabout du marabout. Il m'a fallu plus de 10 ans et une approche en ethnopsychiatrie pour m'autoriser à faire cette hypothèse qu'aucun Africain jusqu'ici n'a démentie. Une autre expérience de rencontre africaine continue de m'accompagner. Il m'a fallu amputer un jeune garçon renversé par un camion qui lui avait broyé la cuisse. Après 2 heures d'intervention, alors que je suturais la peau, il a fait plusieurs arrêts cardiaques, le dernier ayant été fatal. Ce sont ses parents qui m'ont soutenu. Le père m'a dit « Touab, tu as fait ce que tu savais, Inch'Allah ». Il ne m'a pas dit « Tu as fait ce que tu pouvais ». Depuis, la question du savoir ne me quitte plus et je ne peux partager que du savoir vécu. De toute façon, le savoir n'est qu'un savoir qui se construit autour d'un mystère, celui de l'existence mortelle imprévisible. Ayant appris la pratique chirurgicale par compagnonnage avec mon père dès mon adolescence, j'ai pu exercer pleinement mes responsabilités avec beaucoup de moments de satisfaction grâce à une banque du sang et à une réanimation tenue par des religieuses hollandaises. De nombreuses femmes en incapacité d'accouchement naturel ont pu bénéficier d'une césarienne en urgence. Je garde un souvenir ému de la mise au monde de triplés qui ont survécu avec leur maman. Une jeune femme, après son accouchement, m'a offert cette statue. C'est une maternité de Seini Awa Kamara, magicienne de la terre chez les Diola de Casamance. L'enfantement est au cœur de ces poteries, au pouvoir chamanique, pour prodiguer fécondité aux femmes en difficulté de procréation. Je n'ai pris connaissance de son origine
qu'à l'occasion de l'écriture du mystère néandertal à Bruniquel. De retour en France, il m'a fallu passer de l'intériorité des corps à l'intériorité de la tête. J'ai eu la chance d'être accueilli en stage dans le laboratoire de neurosciences du professeur Jacques Glowinski au Collège de France. J'ai réalisé que le dosage des neurotransmetteurs dans le paléocortex n'était pas la recherche qui me convenait. C'est donc un mémoire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui m'a certifié pédopsychiatre durant mon clinica à Strasbourg. De retour à Toulouse, ma route a croisé Jean Turnin, un grand humaniste, qui avait créé dans les années 60 une structure ambulatoire qui accueillait des enfants en rupture scolaire. Cette structure est devenue la Guidance infantile, 3e intersecteur de pédopsychiatrie de la Haute-Garonne, que le docteur Turnin a dirigé jusqu'au début des années 90. En tant que médecin, il avait pour devise celle d'Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne. Il disait « guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours ». Le docteur Turnin m'a confié la responsabilité d'un centre médico-psychologique, un CMP pour enfants et adolescents. Pendant plus de 30 ans de soins, avec toute l'équipe du CMP, en collaboration avec les parents, les enseignants, les professionnels du secteur médico-social et social, nous avons appris et réalisé que la guidance de l'infantile ne concernait pas seulement les enfants, mais nous concernait nous aussi les adultes. Si l'infantile, que les psychanalystes appellent le pulsionnel, est observable à tout âge, il se manifeste différemment en fonction des processus d'humanisation qui le guident. C'est pour cela que l'infantile est indissociable du parental et que le parental concerne tout adulte en relation avec un enfant, et ce, depuis la naissance. L'infantile archaïque du bébé dure quelques mois pendant lesquels il se confond avec le monde environnant. Le bébé qui n'est pas encore une personne capable de se nommer par le pronom « je » ne distingue pas la différence entre lui et le monde. Il est le monde. C'est éprouvé. Enfoui par l'amnésie infantile, peut être qualifié de position autistique, physiologique de défense, puisqu'elle favorise la naissance de la psyché en la protégeant des traumatismes liés à l'entrée dans le monde du dehors. Au Paléolithique, dans la grotte de Bruniquel, le bébé dans sa bulle, collé au sein maternel dans un pot à pot avec la mère, sous la fourrure animale, devait être protégé du froid, de la lumière, de toute intrusion extérieure. D'ailleurs, le terme d'accolement gagnerait à remplacer celui d'attachement dans les théories actuelles qui évoquent les relations précoces du bébé avec l'environnement maternant. Ce terme correspond en plus au placenta et à l'enveloppe amniotique qui sont accolés à la muqueuse utérine et qui constituent la bulle dans laquelle le fœtus se développe. Grandir pour un enfant consiste davantage à se décoller du giron maternel plutôt que de croire qu'il faut couper le cordon ombilical pour s'en séparer. Le cordon ombilical ne relie pas le bébé à la mère, il le relie à son placenta. Et d'ailleurs, l'accouchement ne se termine qu'avec la délivrance, quand le placenta se décolle de la muqueuse utérine. Et c'est au cours de ce décollement que le risque hémorragique pour la mère est vital. Ensuite, vers 2 ans, l'infantile archaïque devient naturellement un infantile primaire qui se coupe en deux. Il devient donc binaire. Cette coupure se fait quand la maturité du nouveau cerveau, le néocortex lui-même séparé en 2 hémisphères, se connecte avec la vision. L'acquisition de l'accommodation visuelle en coordination avec la main devient capable de distinguer le proche et le lointain, l'accessible qui est préhensible et l'inaccessible que l'on ne peut avoir sans l'intervention d'un autre. Cette distinction sépare le monde unitaire de départ en 2 mondes opposés. Un monde agréable parce qu'il est atteignable et un monde désagréable parce qu'il est inatteignable. Et de là, le bon, le mauvais, le bien, le mal, le juste, l'injuste. Ces mondes vont être habités par les gentils, ceux qui m'apportent ce que je demande, et les méchants, ceux qui me le refusent. Sans une parentalité d'accompagnement, à l'adolescence, l'infantile déjà à fleur de peau peut se révolter de toutes les frustrations que renvoie une société de tentation-consommation qui ne satisfait pas ses envies. Le « je » est de la position autistique
que décrit Daniel Marcelli dans son livre aux Presses universitaires de France, devient pour un adolescent « je hais le monde ». Au Paléolithique, les jeunes néandertaliens, comme l'ensemble du clan, continuaient, eux, d'être le monde, puisque c'est le monde qui leur permettait de survivre avec une consommation souvent frugale et sans véritable tentation. Pour nous, les sapiens, il nous a fallu apprendre l'importance pour se socialiser d'une parentalité partagée par tous les adultes quand ils sont acteurs de la vie quotidienne d'un enfant, pas seulement maman et papa. Au CMP, nous avons fait du parental une notion plus sociale que familiale, comme en Afrique, où il faut tout un village pour humaniser un enfant. L'aider à renoncer à la toute-puissance de l'infantile primaire, non secondarisé, donc non socialisé, puisqu'il ne veut faire que ce qu'il veut quand il veut en l'imposant aux autres. De nombreuses découvertes scientifiques récentes sont venues confirmer l'importance des processus d'humanisation en lien avec l'environnement, les neurones miroirs et la région du striatum en neurosciences. D'autre part, l'épigénétique, qui étudie la possible influence de l'environnement sur l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN. La possibilité d'une épigénèse est venue chambouler les notions d'inné et d'acquis, chambouler l'opposition entre neurogénèse et psychogénèse. Par conséquent, porter un diagnostic devant des troubles du développement chez l'enfant est devenu difficile car complexe. Soit on considère que ces troubles sont innés à la naissance ou définitivement acquis au bout de quelques années car synaptisés dans le cerveau, l'enfant est alors porteur d'un handicap. Soit on observe que les troubles ne sont pas encore fixés parce qu'ils varient en fonction de l'environnement et des relations. Dès les années 1950, l'écoute d'enfants présentant des troubles graves avait permis de réaliser que certains processus pathologiques qui s'étaient installés et fixés avaient été au départ des processus naturels liés à la maturation du système nerveux central et périphérique. En effet, l'enfant prenant conscience de ses sensations corporelles va habiter progressivement son corps en éprouvant des angoisses d'intrusion et d'étrangeté. C'est au niveau des orifices que cela se joue et que se concentrent plaisir et déplaisir. Et c'est autour des sphincters que va se jouer le rapport conflictuel entre l'enfant et son environnement. D'ailleurs, ce sentiment d'intrusion et d'étrangeté s'accompagnera des premiers cauchemars nocturnes que les enfants qualifient de peur des voleurs. L'apprentissage du contrôle sphinctérien avec l'accompagnement parental devra l'aider à vivre avec le trouble, c'est-à-dire avec cette sensation d'une altérité intérieure perçue d'abord comme une étrangeté corporelle, qu'en plus l'entourage considère comme une saleté qui sent mauvais. On peut faire l'hypothèse que pour l'enfant néandertalien, le conflit avec la pression sociétale pour la propreté n'était pas la priorité. D'ailleurs, Inamé Gaskin insiste sur la loi ancestrale des sphincters. C'est cette loi qui permet l'accouchement naturel puisque le col de l'utérus est un sphincter. D'une façon générale, pour se détendre et s'ouvrir, les sphincters ont besoin d'une atmosphère intime, chaleureuse, familière, sécuritaire. C'est l'attente sombre propice à la maïotique. Les sphincters ne s'ouvrent pas sur simple commande. Ils peuvent se refermer brutalement sous l'effet de l'adrénaline en cas de stress et de menace d'intrusion. Les muscles de la bouche, de la mâchoire et de la gorge sont intimement connectés à ceux de la zone génitale et c'est pour cela que la respiration et le chant chamanique accompagnent la dilatation. De nos jours, il faudrait suivre les conseils de Donna Haraway, philosophe des sciences, pour aider un enfant à vivre avec le trouble de l'intériorité corporelle et de son compost. Il faut faire des parents avant de faire des enfants. Vivre avec le trouble, c'est entrer dans un monde étrange. L'humain décomposé en humus composte avec les autres espèces. Il se raconte des histoires de mélange et de métissage pour bien vivre et bien mourir sur une terre abîmée. Et comme il faut élever nos enfants pour qu'ils deviennent au moins parents d'eux-mêmes, elle écrit « Faites des parents, pas des enfants ». Au Paléolithique, c'est l'animisme qui guide le parental vers le spirituel. La naissance de la psyché maternelle est d'abord le miroir d'un langage gestuel et visuel. Les mères communiquent avec leurs petits par les yeux, le visage, la bouche, les mains.
Puis le langage verbal, qui se développe surtout à partir du néolithique, va permettre de se nommer, donnant à chacun la capacité à se reconnaître en tant que sujet devant les autres. Cela correspond, chez le petit sapiens, à sa capacité à parler de lui à la première personne en utilisant le pronom « je ». Aujourd'hui, la meilleure connaissance du développement in utero et l'observation du nourrisson dans son milieu naturel a permis d'affiner l'émergence des processus d'humanisation à l'origine de la naissance de la psyché. Boris Cyrulnik, dans Les nourritures affectives, situe la naissance de la vie psychique à partir de la 26e semaine in utero. Le bébé amorce une diffusion biologique en ayant son propre rythme d'alternance veille-sommeil. Le paléocortex, cerveau des émotions, perçoit les bruits, en particulier les battements cardiaques, que le tambour chamanique rappellera plus tard. La sensorialité auditive, puis la sensualité gustative et tactile serviront de socle à la sensibilité durant les premiers mois de vie extra-utérine, à condition d'être protégé des traumatismes environnants par la position autistique physiologique. Cette position est à ne pas confondre avec l'autisme de Kanner, qu'il faut dépister à la naissance et qui résulte de troubles génétiques complexes, responsables d'une déficience innée de connexion entre le cerveau et le corps. Cette non-connexion fait que l'accès au langage est souvent impossible du fait d'une absence de commande des muscles de l'oralité. Au Paléolithique, le handicap est considéré comme une manifestation animiste. De nos jours, comment humaniser ceux qui en sont porteurs ? Ce livre d'Hélène Nicolas, dit Babouillec, est un témoignage incroyable de son vécu d'autiste. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles, comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Moi dedans, exploration tournée vers l'intérieur. Émancipé du besoin matériel, rien ne soulève en moi l'envie de bouger mon corps. Raison et acte dans la douleur du silence, car n'ayant pas accès à la parole, ce n'est que vers 20 ans qu'elle arrive à composer des mots à l'aide de lettres en carton qu'on l'aide à disposer sur une feuille. Que Babouillec traite l'algorithme d'éponyme devrait nous servir de leçon. Cela revient à personnaliser l'algorithme et fait référence peut-être à l'intelligence artificielle personnifiée qui viendra contrarier l'intelligence sensible et affective des humains. Mais beaucoup d'enfants qui sont amenés au CMP par leurs parents, souvent à la demande de l'école, présentent des troubles encore non fixés. Ils peuvent évoluer favorablement grâce à une meilleure harmonisation des positions de parentalité de la part de tous les adultes qui interviennent dans la vie quotidienne de l'enfant. C'est pour cette raison que je préfère me présenter d'abord comme psychopédiatre, le docteur des émotions, en connexion avec la neuropédiatrie, et être pédopsychiatre ensuite si c'est nécessaire. Mais ce long chemin professionnel centré sur l'infantile et le parental n'est pas toujours compatible avec les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé et des agences régionales. Suite à la loi de 2005, il est demandé aux médecins de porter des diagnostics pour certifier des handicaps, justifiant ainsi des droits à compensation. Ma responsabilité de médecin en CMP devenait difficile à assumer pour des raisons éthiques. En mars 2020, le bouleversement des soins occasionnés par le Covid et le confinement a précédé d'1 an mon départ à la retraite prévu en avril 2021. Cela m'a conduit à écrire un premier livre pour témoigner de la richesse du travail accompli avec les parents et les enseignants. C'est un journal tenu pendant le grand confinement qui parle de la nécessité d'accompagner nos enfants dans le processus dépressif qui nous humanise en renonçant à la toute-puissance. Cela donne à l'absence, à l'angoisse et à la mort toute leur importance existentielle. La caractéristique des espèces humaines est un vécu pulsionnel envahissant. Pour vivre ensemble en situation de confinement, il est indispensable de pouvoir se protéger dans un espace qui délimite un suffisamment et un pas trop. C'est à ce moment-là, en décembre 2020, que je découvre sur Arte le documentaire de Luc-Henri Fage sur les structures annulaires découvertes dans la grotte de Bruniquel. Cet espace délimitant un grand cercle et un petit cercle ne pouvait être pour moi
qu'un lieu rituel combinant la naissance et la mort. Est-ce le confinement que nous étions en train de vivre qui a provoqué cette intuition fulgurante d'une première nurserie? La sororité néandertalienne autour du féminin maternel devenait donc la parentalité animiste du début des humanisations il y a 176 500 ans. Les réactions humaines face à la naissance, au handicap, à la maladie, à la mort n'interrogent pas que la pratique médicale. La naissance des corps par l'accouchement et la naissance de la psyché par le développement du cerveau a été capable d'imaginer cet autre paradigme qu'est la pensée animiste. Voyager dans l'invisible du visible de la préhistoire avec mon imagination et mon vécu de médecin a conduit à l'écriture de cet essai, édité dans la collection Éthique de la création de l'Institut Charles Cros. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour réhabiliter les Néandertaliens. Loin d'être des créatures sauvages et bestiales, leurs conditions de survie étaient telles que leur processus d'humanisation faisait partie intégrante de la nature qui les entourait. Ils étaient le monde. L'archéologue Ludovic Slimak cherche à comprendre en quoi l'humanisation de Néandertal est différente de celle de Sapiens. Comprendre et rendre à cette humanité son étrangeté. La curiosité disponible de Néandertal s'était pourtant adaptée à son environnement. Elle transcendait de très loin les productions égocentrées de nos sociétés de consommation. Est-ce parce qu'il ne cherchait pas à posséder ? Revisiter les périodes paléolithiques et les grands récits mythologiques en partant du constat que la conscience du pouvoir de procréation ne pouvait advenir que par le vécu corporel des menstruations féminines modifie radicalement nos modes de pensée qui sont sur un schéma patriarcal. Il y a 176 500 ans, la grossesse a dû engendrer un sentiment de pouvoir étrange, celui de mettre au monde et de pouvoir en mourir. Il est raisonnable d'imaginer qu'il ait fallu un espace dans l'espace de la grotte pour que les femelles devenant mères bien avant de devenir femmes puissent vivre une sororité de soutien sous l'égide des sages mères. L'avènement du couple conjugal et de la famille ne se définira que bien plus tard avec le patriarcat. Aujourd'hui encore, dans notre société, le pouvoir de procréation reste toujours une question essentielle. La matrilinéarité, précédant de loin le système patriarcal, permet de revisiter l'histoire de l'humanité tout entière. La philosophe et anthropologue, autrice des sociétés matriarcales qui rend compte de ses recherches sur les cultures autochtones à travers le monde, écrit « Les femmes ont un rôle considérable dans la vie des petites communautés et occupent la première place dans beaucoup de domaines. Elles ont un rôle décisif dans la culture des relations humaines et de la vie érotique. Bien plus élaborée, cette vie érotique, est bien plus développée que dans les sociétés prétendument civilisées. La matrilinéarité obéit à une forme sociale et culturelle selon laquelle la filiation, la parenté et les relations sociales sont exclusivement déterminées par la mère. Elle seule est considérée comme apparentée à son enfant. Le père biologique n'est pas connu. La grossesse est le stade décisif et structurant de la vie. Les enfants ne sont pas engendrés par un homme, mais par les esprits claniques ancestraux, des êtres qui vivaient avant dans le clan et qui se réincarnent dans la matrice de la femme enceinte. Cela laisse entendre que la non-prise en compte du rôle des hommes dans la conception n'était probablement pas due à l'ignorance, mais à la valorisation accordée à la conception. La grossesse a pour origine une rencontre sacrée plutôt que profane. La matrilinéarité est donc directement liée à la croyance en la renaissance, réincarnation d'un ancêtre, masculin ou féminin, quel que soit le sexe génital du bébé à venir. Ainsi, l'ancêtre est réintégré dans la vie de la communauté par l'intermédiaire d'une femme de son propre clan. Fin de citation. Les communautés inuites ont longtemps vécu sur ce modèle. Le roman de Bérengère Cournu, de Pierre Edos, raconte les épreuves d'une jeune fille qui feront d'elle une femme mère chamanisée par l'existence. Durant sa longue vie d'Inuit, elle a appris que le pouvoir est quelque chose de silencieux. Elle met au monde une fille qui est la réincarnation de la grand-mère. Elle a donc une mère qui est également la fille de sa fille. Elles sont un cycle de vie à elles trois. Et comme il n'y a pas d'homme dans leur maisonnée, c'est elle qui chasse. Mon père
m'a appris à chasser les phoques. Allongé sur la glace, je blatère comme eux, j'imite leur langage. Je sais presque m'en faire aimer. Si je repère une femelle, je crie comme un petit qui s'est perdu. Si c'est un mâle, je crie comme un jeune rival. On s'approche jusqu'à pouvoir sentir nos souffles, et je brandis alors ma lance. Le sang se répand, et je remercie l'esprit de l'animal qui a livré sa chair et sa peau. En Égypte, comme dans la Grèce antique, les morts retournent dans le royaume souterrain des enfers. Avec la théogonie des polythéismes puis la genèse des monothéismes, les morts rejoignent le ciel. Le patriarcat qui s'est construit progressivement à partir du néolithique a renversé les récits mythologiques. Être créé à l'image de Dieu et vouloir gagner le paradis modifie profondément les processus d'humanisation animiste. Les devoirs et les désirs ne sont pas les mêmes. Le complexe oedipien que Freud a centré essentiellement sur la question du désir masculin fait l'impasse du devoir. En relisant les différents épisodes du cycle de Thèbes, il s'avère que les tragédies de Sophocle, prenant en compte toute la constellation familiale sur plusieurs générations, traitent davantage de la question des devoirs du féminin que des désirs du masculin. À la lumière des places occupées par les figures mythiques de Jocaste, mère et épouse, et d'Antigone, fille et sœur, Sophocle aborde deux devoirs essentiels. Le devoir d'une reine a donné un héritier au roi, ou plus généralement le devoir d'une femme a donné un héritier à l'homme, et le devoir d'une sœur a donné une sépulture à un frère. Toutes deux sont confrontées à la tragédie qui fait suite à la construction du mythe de la virilité qui a débuté avec l'épopée de Gilgamesh. Le premier devoir concerne la transmission du pouvoir matériel et temporel occupé par les hommes. Le second concerne la transmission du pouvoir spirituel dicté par une divinité. Cet essai, Mystère néandertal à Bruniquel, pose donc la question de savoir si les violences faites aux femmes en général ne s'adresseraient pas en réalité aux mères et au pouvoir de procréation. Ce pouvoir, conscientisé par la femme des origines, le patriarcat monothéiste l'a enfermé dans le péché originel. Alors que dans la loi tribale matriarcale, le socle de l'organisation sociétale est constitué par les mères et les filles et par les sœurs et les frères, ce qu'incarnent bien Jocaste et Antigone. La matrilinéarité, en dissociant la sexualité conjugale et la sexualité parentale, semble avoir permis l'épanouissement d'un érotisme égalitaire entre la femme et l'homme. Devoir manifester aujourd'hui une égalité entre les femmes et les hommes et devoir défendre le droit des femmes, n'est-ce pas dénoncer le pulsionnel infantile des hommes dominants pris au piège d'une sexualité qu'ils imposent? Le peintre Gérard Garouste, pris au piège de la relation au père, a eu besoin d'un retour à l'antique. Il dénonce la dérive du monde scientifique des Homo sapiens occidentalensis. Il écrit dans l'Intranquille « Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand de meubles qui récupéra les biens des Juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu démonter cette grande duperie que fut mon éducation. L'enfance et la folie sont à mes trousses. Je ne suis pas guéri, mais je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. » Dans son récent livre, Le dernier néandertalien, Ludovic Slimak se demande comment meurent les hommes. Par mort naturelle ou par génocide, sachant que les néandertaliens étaient nos sœurs et nos frères, nous disent Sylvana Condémy et François Sabatier. Slimak sait bien que seule une minorité d'individus refuse l'ordre qui étouffe quand il déshumanise. Exprimer une liberté de conception, refuser et s'opposer à une pensée dominante est un acte terrifiant qui nous met individuellement à nu, écrit-il. Cette nudité, n'est-elle pas la fragilité de notre humanité d'homme moderne? N'est-elle pas la part d'animalité que nous devons reconnaître pour éviter la bestialité? La question qui se pose alors est de se demander s'il ne faut pas réintroduire l'animisme comme religion de la laïcité, religion à transmettre à nos enfants pour que les générations futures réapprennent à vivre avec notre mère qui est la terre. Sans doute avons-nous à demander à la Pachamama des Amérindiens d'intercéder pour nous auprès d'elle, vu les offenses que nous lui faisons subir. Je vous remercie.
Vous avez dit vraiment beaucoup de choses et c'est difficile de retenir. Mais moi, il y a un point que j'ai retenu, c'est quand vous avez dit que les femmes néandertaliennes avaient cette capacité de tenir l'enfant dans ses bras et donc il y avait ce regard qui n'existait pas forcément dans les autres êtres vivants, animal, disons. Et ce regard de la mère vers l'enfant, j'ai comparé avec ce qui se passe actuellement avec les nouveaux couples où le père prend énormément l'enfant dans ses bras, le porte dans le porte-bébé et le rapport à la mère n'est plus du tout ce qu'il était dans le passé. Et est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans le rapport entre les humains ? Je pense que c'est même indispensable aujourd'hui que cette parentalité maternante puisse être autant exécutée par une femme que par un homme. Et ça rejoint aujourd'hui la nécessité de concevoir ce qu'on pourrait appeler la bisexualité psychique, et qu'un homme est tout à fait capable d'élever de façon maternante. Alors, il ne va pas donner le sein à son enfant, il donnera le biberon, mais on a des tas d'exemples où une mère décédant en couche, c'est effectivement le papa qui va être l'agent maternant. Nous parlons plus d'agents maternants. À l'époque de Néandertal, ce qui m'a paru envisageable, c'est que si on essaye de repenser les relations sexuelles entre mâles et femelles, si je puis dire, je pense que les hommes néandertaliens ne se préoccupaient pas tant que ça de la paternité biologique, si vous voulez. C'est pour ça qu'à l'époque de Néandertal, oui, l'agent maternant était exclusivement féminin. Mais je pense que la sororité était extrêmement importante, car on peut imaginer, ce qui est le cas dans certaines sociétés matriarcales, c'est que si une femme accouche de façon collective avec d'autres femmes à peu près dans la même gestation, si l'une meurt, celle qui a perdu son bébé peut allaiter l'enfant de la mère qui est morte, ce qu'on va appeler les frères de lait ou la nourrice, et on n'allaite pas forcément son bébé. Il avait donc une sororité probablement à ces époques-là indispensable. Ici une question. Bonjour. Oui, d'abord merci pour cette conférence. Vous m'avez mis, j'ai plein de petits tiroirs dans lesquels j'ai plein de connaissances. Et de temps en temps, j'ai besoin que quelqu'un me mette l'ordre entre les tiroirs. Et du coup, j'ai rassemblé pas mal de choses et je vous en remercie. Mais tout de suite, ce qui me fait intervenir, c'est que la première question qui est posée part de votre phrase qui est la femme néandertalienne regarde son enfant. Mais je veux dire, et elle parle tout de suite, bien sûr, du père qui aujourd'hui fait la même chose. Mais du père, il y a une photo. On sait que c'est vrai, même si j'en ai jamais vu un homme qui regarde son père. Si c'était vrai, on me dirait, tiens, regarde, il y a une photo. Ah bah oui, des hommes regardent leur enfant. Alors que là, la femme néandertalienne, nous sommes dans l'imaginaire le plus total. Ce que dit le conférencier est très, très, très vraisemblable, mais c'est une hypothèse. C'est un peu le grand problème qu'on a, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain très meuble, et d'un seul coup, ce que dit un scientifique devient vérité. Le roi Gourand, pas le roi Gourand, l'abbé Breuil qui sort de Lascaux, la première chose qu'il dit, il dit c'est du Périgordin. Il faudra attendre quasiment 20 ans pour qu'on découvre que ce n'est pas du Périgordin. C'est l'ennui de ces paroles scientifiques qui posent les choses, et d'un seul coup, le raisonnement qui se développe part de ces affirmations. Donc les femmes de Néandertal regardaient leurs enfants, comme toutes les femmes du monde, mais ce n'est pas pour ça qu'on va faire tout de suite un parallèle avec un homme d'aujourd'hui. Deuxièmement, là par contre, vous avez fait un petit raccourci de pensée, quand soudain vous dites dans les sociétés matriarcales, la sororité, on remplace une mère absente, mais dans les sociétés patriarcales, c'est la même chose. Je veux dire, il y a des universaux, pour ne pas dire universaux, je ne sais pas si le mot est bien employé, il y a des actions universelles dans le monde qui existent, quelles que soient les sociétés patriarcales, etc. Même dans les sociétés dans lesquelles c'est les hommes. Bon, je ne peux, moi, vous donner que des informations venant de quelqu'un qui, quand même, a beaucoup travaillé sur ces questions, c'est Maurice Godelier. Bon, Maurice Godelier, par exemple, d'où vient l'enfant ? Maurice Godelier a fait un énorme travail là-dessus. On découvre que, bien sûr, il y a l'ancêtre qui intervient de temps en temps, mais pas de manière systématique.
Mais on sait très bien que dans certaines sociétés, l'homme produit les os, la femme le sang et la peau. Si vous voulez, il y a tellement de variétés sur la constitution d'un corps humain qu'il est presque impossible, il me semble, d'établir des lois. Et que je trouve merveilleux, si vous voulez, l'imagination humaine qui va combler des vides de sens. Et puis bon, en plus, on est bloqués tous par des images. Vous avez beaucoup parlé d'Antiquité, à une époque où des hommes et des femmes construisent une pensée développée, ce qui fait qu'elle s'impose comme des religions. Et du coup, quand on fait référence à Antigone ou à d'autres, alors on n'est plus du tout avec des tribus néandertales, on en est des années-lumière. Et puis même, on est marqué par des images. Est-ce que dès qu'on a des femmes, elles doivent avoir des cheveux longs? Ensuite, je ne sais pas les néandertals, j'ai oublié, mais par exemple, Homo sapiens, on sait que les femmes, les hommes, tous les Homo sapiens, quand ils sont arrivés en Europe, étaient noirs. Et on a, nous, des images de très belles naïades là, qui sont là, cheveux roux et tout ça. On a tellement de choses établies dans notre truc, c'est qu'on a du mal à prendre un esprit critique par rapport à ce qu'on dit. Merci. Donc, Jacques. Voilà. Jacques, je signale avant de passer la parole à notre conférencier que Jacques Villemont était l'une des figures du grand document qui a circulé sur Lascaux, sur les grottes de Lascaux. Donc c'était le premier qui a fait ce travail. C'est à ce titre qu'il... Et par ailleurs, il a travaillé sur les sociétés des Gnawa. Donc vous avez une trace au GREP il y a 3 ans ici même. Merci. Pour aller tout à fait dans votre sens, par rapport à la question du regard, je partage même en me remémorant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un petit qui vient de naître il y a 176 500 ans dans une humanité néandertalienne, dans une grotte telle que vous l'avez vue, je dis qu'il n'y a même pas le regard. Il est collé à la peau, il est collé au sein, quasiment en perfusion, il est recouvert par la fourrure. Simplement, moi, tout ce que je vous ai raconté ne sont que des hypothèses. Je ne me prétends absolument pas un scientifique. Et si cela ne vous parle pas, si cela ne résonne pas en vous au niveau de votre imaginaire par rapport à des processus d'humanisation, moi, ce qui m'a passionné, c'est de réhabiliter Néandertal. Et quand vous lisez les livres, les 2 derniers là, de Sylvie Condini et de Ludovic Slimak, ils découvrent de plus en plus des choses tout à fait surprenantes sur l'humanisation néandertalienne. Et moi, en tant que médecin m'occupant du développement des enfants, je suis confronté à des enfants qui ont des développements totalement différents d'autres, aujourd'hui encore. Alors on peut les appeler faisant partie du trouble du spectre de l'autisme. Et on aborde des choses extrêmement douloureuses pour beaucoup de parents, beaucoup de familles, dans lesquelles moi, en tant que médecin responsable d'un CMP, j'ai été particulièrement impacté parce que justement, il y a des tas d'enfants, quand vous parlez d'un trouble du spectre de l'autisme, vous allez d'un côté l'autisme de Kanner, de l'autre côté ce qu'on appelle les syndromes d'Asperger, qui ne sont pas du tout de la même chose. L'autisme n'est pas un diagnostic, c'est un syndrome. La méningite n'est pas un diagnostic, c'est un syndrome. Si je veux avoir le diagnostic d'une méningite, je suis obligé de vous faire une ponction lombaire pour vous dire si vous avez une méningite virale ou bactérienne. Ce n'est pas du tout le même pronostic. Je n'ai pas de ponction lombaire pour l'autisme. J'ai éventuellement un cariotype. Et aujourd'hui, les cariotypes d'enfants autistes, il faudrait faire des cariotypes à tous les enfants, montrent une multiplicité de problématiques génétiques. D'où d'énormes gradients différents. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de vous témoigner de ce livre de Babouyek, qui est hallucinant. Il y a eu donc un film qui a été tourné, il y a eu une pièce de théâtre qui a été jouée à partir de ce qu'elle a écrit. C'est incroyable de voir qu'une personne qui a été pendant 14 ans dans un IME qualifié de déficiente intellectuelle, en réalité, elle a appris la conjugaison des syllabes, la possibilité, puisqu'elle n'a pas accès, d'ailleurs elle se balade toujours avec une grosse bouée, parce que finalement, elle ne sent pas son corps. Il faut imaginer un cerveau déconnecté du corps. C'est tragique, mais ce cerveau, il est capable d'accueillir des informations sensorielles, et c'est en écoutant des chansons qu'elle a appris à comprendre comment le vocabulaire se construisait. Et elle a vu sa mère et sa grand-mère jouer au Scrabble, et elle a réalisé comment les lettres pouvaient fabriquer des mots.
Et à un moment, elle a voulu montrer de façon très maladroite, parce qu'elle coordonne très très mal sa gestualité. C'est bien, elle indique une lettre, on est obligé de la prendre, elle dit oui c'est ça, et elle continue de composer des textes. Voilà, donc si vous voulez, oui, je partage complètement toutes les réserves qui peuvent être émises. Et je ne fais que travailler mon imagination de médecin. C'est exactement comme mon histoire que je vous ai racontée. Je ne sais pas si j'ai été le marabout du marabout. J'en sais rien. N'empêche que cet homme m'a invité. Alors après, je pourrais vous raconter un peu plus, parce que ce n'est pas n'importe qui m'a dit qu'il voulait m'inviter. C'est-à-dire qu'au Sénégal, les marabouts sont dans des classes d'emboîtement en fonction du territoire dans lequel ils sont. Lui, il était un petit marabout d'un village de pêcheurs, et c'est le grand marabout de l'hôpital qui m'a dit « Il faut absolument que tu ailles dans le village de ce monsieur ». Mais je ne savais même pas que c'était le grand marabout du Sénégal. Enfin, je pourrais vous raconter comment je l'ai finalement compris, mais ça nous amènerait probablement trop loin. Oui, en bas. Merci beaucoup pour votre imagination. On en a besoin. Vous avez commencé par « on se déshumanise plus vite que l'on s'humanise ». Et vous avez fini en apothéose avec l'animisme que vous proposez comme religion de la laïcité. Donc l'animisme que vous nous avez présenté en début comme le lieu de la psyché. Eh bien voilà, simplement, j'ai pas de questions, c'est simplement, j'aimerais que vous nous en disiez un tout petit peu plus et que vous fassiez un lien entre ces deux affirmations que vous nous avez livrées. Merci. Psyché veut dire miroir. Donc, chez les primates, hein, et là on pourrait aussi creuser un peu plus tout ce que je raconte sur Néandertal, on pourrait, en ethnologie, aller le travailler chez les mammifères supérieurs, on observe des choses identiques chez les chimpanzés, chez les bonobos, y compris chez les mammifères marins évolués comme les dauphins. Et donc il y a des tas de correspondances, on ne va pas parler d'humanisation, mais en tout cas de socialisation à l'intérieur des groupes animaux, entre les femelles, les mâles, dans la manière dont ils vont s'occuper des petits. Donc effectivement, ce n'est pas spécifique à l'humain. Ce qui va être spécifique à l'humain, c'est le fait d'entrer dans le langage. Donc psyché signifie, mais si on fait de la psychologie, c'est bien parce qu'on estime que nous avons une vie mentale, c'est-à-dire une capacité de représentation. Donc l'esprit est une évidence, si je puis dire. Nous l'avons humanisé, et le propre, c'est là aussi, si vous voulez, tout le travail de connexion entre le néocortex et le paléocortex. Le néocortex étant lui-même séparés en deux hémisphères, hémisphère gauche et hémisphère droit, qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions cognitives. L'hémisphère gauche est un hémisphère analytique, c'est-à-dire qu'il va découper un message pour en comprendre, alors que l'hémisphère droit est un hémisphère associatif. C'est pour ça qu'on a tendance à mettre l'hémisphère gauche du côté de la science et l'hémisphère droit du côté de l'art. Mais les deux fonctions sont absolument nécessaires pour élaborer l'affect du paléocortex. Ce que Boris Cyrulnik a beaucoup travaillé aussi sur sensorialité, sensualité, sensibilité. Ça se met dans cette espèce de boîte noire, si je puis dire, qu'est le paléocortex. Je vous signale que quand vous dormez, le paléocortex, lui, ne dort pas, et lors du sommeil paradoxal, c'est du paléocortex que naissent les représentations mentales qu'on appelle les rêves. Alors que votre néocortex, lui, dort. Mais le paléo et l'archéocortex ne dorment pas. C'est même extrêmement important dans la qualité du sommeil, parce que le sommeil paradoxal permet un cycle de renouvellement de notre biologie. C'est à ce moment-là qu'est sécrétée l'hormone de croissance et qu'il y a un tas de régulations de ce que le cerveau a emmagasiné durant la journée. Est-ce que ça répond ?
Animisme, simplement qu'on a commencé à pouvoir nommer le fait qu'il y ait de l'esprit. Et comme un bébé mourait, la façon de supporter la mort du bébé a été peut-être de se dire, cette tentative d'incarnation venant d'on ne sait où se répétera et se recommencera, c'est pas si grave que ce bébé-là ne soit pas là, puisque il fallait bien supporter la mort et continuer de donner de la naissance et de la survivance au groupe. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que je pense que c'est la conjonction naissance-mort. Quand vous prenez par exemple dans les bouquins de Slimak ou d'un certain nombre d'archéologues, le début de l'humanisation et de la mort, c'est la question de savoir quand est-ce qu'on a mis des sépultures. Donc on part forcément à ce moment-là sur l'hypothèse que ne meurent que les vieux, enfin, ou ceux qui ont suffisamment vécu. Or, le plus dramatique, me semble-t-il, mais encore aujourd'hui, c'est lorsqu'on met au monde un bébé qui meurt, qui n'aura pas eu le temps de vivre. Donc il me semble, si vous voulez, que la question existentielle qui va humaniser, c'est cette conjonction entre naissance et mort. Après, moi, ce qui m'a aussi interpellé, si vous voulez, c'est pourquoi un grand cercle et un petit cercle. Donc là aussi, dans ma fulgurance complètement imaginative, c'est ce que d'ailleurs m'a dit Jacques Jaubert quand on a présenté le livre à Paris. Jacques Jaubert a eu la gentillesse de venir à la présentation et a eu un peu le même genre de réflexe en me disant « mais pour l'instant, tout ce que vous racontez, on n'en a aucune preuve ». Mais je lui dis « oui, bien sûr, moi, ça me fait simplement travailler mon écoute de psychopédiatre. » Parce que, un peu comme Michel Ondan qui veut démédicaliser la grossesse, moi je veux à des moments dépsychiatriser les troubles des enfants. Une intervention ici. Bonjour. Bonjour. Je me demandais quelle était votre démarche. Est-ce que vous avez contacté des préhistoriens? Est-ce que vous leur avez posé des questions? Est-ce que vous avez lu des articles scientifiques? Parce qu'en fait, tout ce que vous dites, c'est fondé sur absolument rien. Bruniquel, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas s'il y a eu des enfants à l'intérieur, s'il y a des mères qui ont enfanté. Et je trouve ça assez malhonnête de votre part de présenter ça comme une donnée fiable alors que ce n'est fondé sur rien. Et je ne vois pas en plus le lien que vous faites avec l'autisme. Je ne comprends pas bien ce que ça a à voir avec ça. Et voilà, je trouve ça assez malhonnête de venir parler en tant qu'expert, même si vous dites que vous n'êtes pas scientifique. Vous avez écrit un livre là-dessus, vous faites une intervention au Muséum de Toulouse, et je pense que vous auriez pu faire un peu plus d'efforts en termes d'honnêteté scientifique, parce qu'en fait, c'est assez... Enfin, on est doctorant en préhistoire, et c'est assez affligeant d'entendre des choses comme ça, quoi. Écoutez... Je tiens à signaler un point très important avant, et surtout pour des étudiants dans ce cursus, de s'appuyer sur la lecture de l'ouvrage récent de notre conférencier, et vous allez découvrir que tous ces travaux sont fondés sur les récents travaux de l'équipe des traces au CNRS de notre université et des travaux les plus récents du professeur au Collège de France, archéologue et historien Jean-François Fauvel. Donc c'est très regrettable que vous faites ce détour sans se référer à la bibliographie et des contacts de notre conférencier. Je ferme la parenthèse et je lui laisse la parole. Oui, en tout cas, moi je peux comprendre quand on est étudiant. En tout cas, moi je remercie vraiment le GREP et le Muséum de m'avoir permis de tenir effectivement ces propos devant vous. J'ai totalement conscience de ce qu'ils peuvent déranger
et notamment votre positionnement qui nécessite des preuves. Je peux tout à fait entendre que de votre point de vue, vous puissiez considérer que ma démarche est malhonnête, ça c'est votre éprouvé à vous. Moi, je pense vous avoir bien dit que je prenais 3000 pincettes de précaution et que je vous livrais un travail herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. Je ne prétends pas que cette grotte de Bruniquel est réellement ce que je vous propose comme lieu rituel. Je vous le propose comme point de départ pour réfléchir au processus d'humanisation. Pour répondre quand même à votre questionnement sur quelle lecture je me suis appuyé, je pense vous en avoir quand même témoigné un certain nombre. Je vous renvoie aux 2 livres de Ludovic Slimak et au livre de Sylvia Condemi qui est extrêmement fouillé, extrêmement référencé sur tout ce que l'on sait actuellement de Néandertal. Donc il y a beaucoup de nouvelles choses sur Néandertal qui nous permet, de façon raisonnable, de penser que Néandertal était une humanisation qui était sur un mode différent que l'humanisation que nous avons développée ensuite avec l'écriture, avec tout le bagage, je dirais, de la symbolique que les sapiens ont développé, dont on peut se poser la question actuellement de savoir si notre humanité sapiens n'est pas en train de courir à sa perte. Intervention ? Je prendrai l'exemple, par exemple, d'une citation que vous faites. Vous avez mis un ouvrage, vous en avez parlé comme d'une étude ethnographique, et en réalité, il s'agit d'un roman de pierre et d'os. Alors pour moi, ça, c'est assez malhonnête de lire ça comme une étude ethnographique, parce que ce n'est pas le cas. Et en fait, Slimak... oui, plutôt une erreur, peut-être, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais vous ne pouvez pas citer un seul préhistorien et surtout citer uniquement 2 livres qui sont à l'usage du grand public et qui sont du coup très simplifiés. Je pense qu'il faut se baser sur une diversité d'auteurs et de préhistoriens. Il n'y en a pas qu'un seul qui travaille sur ces questions. Et en plus, d'accord, vous proposez des hypothèses, etc., mais je pense qu'il aurait été bien de rappeler quels sont les faits, quelles sont les informations qu'on a sur cette grotte de Bruniquel, pour ensuite dire, voilà les hypothèses que je propose. Ce que vous n'avez pas fait, parce que là, si on ne connaît pas Bruniquel, on ne peut pas savoir quelles sont les données qu'on a sur ce site scientifiquement. Oui, il existe, il y a des données scientifiques, il y a des articles publiés. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement un documentaire Arte, Bruniquel, c'est aussi des articles scientifiques. Et on a un certain nombre de données, mais qui ne permettent absolument pas d'avoir ce genre d'hypothèse. Par contre, c'est votre droit de les soumettre, mais par contre, je trouverais que ce serait bien, dans une conférence grand public, de dire d'abord quels sont les faits, quelles sont les informations qu'on a, et ensuite de dire quel est son point de vue à soi. Où là, je pense que c'était très peu clair quand même. Donc si je comprends bien votre propos, votre développement, pour vous la présentation mêlait plutôt une confusion entre l'intention personnelle et l'hypothèse personnelle et un substrat scientifique qui viendrait supporter cette hypothèse. C'est bien ça ? Très bien. Nous avons envoyé à nos partenaires la bibliographie utilisée. Normalement, comme d'habitude, il est distribué sur place, mais vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour vous faire parvenir la bibliographie que notre conférencier a préparée pour la distribuer à la salle. Voilà, merci. Et je complète aussi que pour un accès grand public, vous avez la bibliothèque qui est mise à votre disposition gratuitement. Vous pouvez y accéder sans billet d'entrée du musée, même si elle est située à l'intérieur du bâtiment. Et elle comporte énormément de documentation préhistoire, notamment parce qu'on est un bâtiment fondé sur la préhistoire. Je le rappelle, nos collections en préhistoire sont énormes et qu'on est dans une région très riche. Et vous avez énormément de documents sur la grotte de Bruniquel pour compléter et pour aller plus loin sur le sujet. Merci beaucoup pour cet échange. Y a-t-il d'autres questions ? Monsieur, bonjour, on vous écoute, prenez la parole. Bonjour.
Merci pour votre exposé. Un très bel effort pour raisonner de façon transversale, même en l'absence parfois de faits scientifiques. Il m'a beaucoup intéressé. Et il y a une question sur laquelle j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu, parce qu'elle m'interpelle beaucoup. Je ne connaissais pas cette idée-là. Et pouvez-vous nous en dire davantage? Quand vous avez parlé de chamanisme horizontal et chamanisme vertical, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Parce que c'est intéressant. Oui, enfin, ça c'est ce que j'ai découvert avec le livre de Charles Stepanov, Voyage dans l'invisible, technique chamanique de l'imaginaire, où il a énormément travaillé, puisqu'il travaille au Collège de France, il a énormément travaillé toutes les sources des ethnologues depuis la fin du 19e, et notamment, alors ça répondra aussi, j'entends tout à fait la position de la personne qui a parlé, concernant notamment par exemple le roman de Pierre Edos. Maintenant, si vous prenez un peu le soin d'aller comprendre comment cette autrice a effectivement romancé son histoire, c'est à partir de toutes les sources qu'elle est allée chercher au conservatoire, là, je n'ai plus le nom, là, sur les cultures inuites. Donc ce qu'elle raconte est effectivement une vulgarisation. C'est ce que j'ai souhaité faire par rapport à ce que vous appelez un public hétérogène. Moi, je ne sais pas quelles sont vos formations aux uns et aux autres. Donc, c'est pour ça aussi que, pour moi, c'est un échange. Je respecte tout à fait votre point de vue. Donc, pour répondre à votre question, le chamanisme hétérarchique, c'est-à-dire horizontal, dont parle Stepanov, qu'il a pu, je dirais, retirer d'un certain nombre d'observations d'ethnologues, puisque son livre lui-même est une foule de références à de multiples écrits dont il fait la synthèse, une sorte de méta-synthèse de toutes les données ethnologiques. Il décrit que parmi des ethnologues de la fin du 19e, certains rapportent, quand ils reviennent et qu'ils font des écrits de leurs observations, qu'il y a des chamanismes très particuliers qui se font dans une tente sombre, qui sont uniquement en dualité, qui n'ont donc rien à voir avec la tente claire qui est le chaman s'adresse souvent à un groupe. Enfin, c'est généralement ce que vous voyez aujourd'hui. D'ailleurs, après avoir écrit ce livre, j'ai été invité au musée du Quai Branly à un moment donc, sur la question du chamanisme. Et c'est aujourd'hui essentiellement les chamanismes dont on parle, les chamanismes verticaux, hiérarchiques, où les personnes confient aux chamans le travail imaginatif du lien avec le monde invisible. Et du coup, par rapport au paléo-chamanisme, ça concernait chacun. C'est un travail dans la tente sombre qui est personnel, et c'est, comme je le signalais, mais c'est en m'appuyant sur Charles Stepanov, la personne qui est en souffrance ou en questionnement vis-à-vis de ce qui l'habite à l'intérieur d'elle, sa propre altérité ou son étrangeté, demande à celui qui a été initié de guider la personne dans son monde intérieur. Et je précise d'ailleurs que le travail du chaman, qui est un passeur, c'est à la fois d'aider la personne à entrer dans son monde intérieur, mais surtout de lui permettre de revenir. Donc le rôle du chaman, c'est de faire l'aller et le retour, parce qu'il faut qu'ensuite la personne puisse sortir de la tente sombre et retrouver la vie extérieure. Ce que je n'ai pas compris peut-être, c'est est-ce qu'il y a eu une période au cours de laquelle le chamanisme était horizontal et une autre à partir de laquelle il est devenu vertical ou pas? Oui, a priori, dans les données, il y a quelques endroits où a été conservé encore du chamanisme horizontal, mais l'essentiel du chamanisme s'est verticalisé, notamment au néolithique. J'ai eu la chance de voyager au Canada et d'aller dans un lieu tenu par deux Amérindiens qui avaient, avec des tipis, enfin un lieu collectif et de communauté, et qui accueillait des jeunes Amérindiens complètement perdus dans leur conflit de civilisation.
et qui venaient là, un peu comme en France, on viendrait dans un établissement pour essayer d'être soigné, les soins là-bas, et ils ont gardé à la fois la tente claire et ils ont la tente sombre, c'est-à-dire où l'adolescent ou le jeune adulte ou l'adulte qui est en perdition avec son monde intérieur est aidé par le chaman. Alors, en plus, pour tout vous dire, quand moi je ne connaissais pas le chamanisme hétérarchique, hein. C'est mon travail, mes lectures qui m'ont amené pour écrire et essayer d'argumenter mes hypothèses comme je peux, qui m'ont amené à découvrir le chamanisme hétérarchique que j'avais vu effectivement au Canada. Et j'ai réalisé, figurez-vous, que mon travail de thérapeute, dans mon colloque singulier avec la personne qui vient me voir, où je l'aide à entrer dans son monde intérieur, est une façon de l'aider à s'apaiser ou à travailler en tout cas tous ces conflits intérieurs. Donc effectivement, il y a quelque chose, à mon avis, dans un certain nombre de thérapies actuelles qui s'apparentent à ce même procédé. Donc oui, je pense que le chamanisme hétérarchique était dominant au Paléolithique, est venu se greffer du chamanisme hiérarchique avec le néolithique, quand ils sont devenus éleveurs, cultivateurs, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des intermédiaires pour faciliter l'esprit des animaux ou l'esprit du végétal et améliorer la santé du cheptel, améliorer les récoltes. Donc la tribu confiait au chaman le soin de faire en sorte que les esprits soient positifs, y compris d'ailleurs pour leur propre santé. Merci. On n'a plus beaucoup de temps, du coup je vais laisser Habib prendre la dernière question, poser plutôt la dernière question, pour clore ce temps ensemble. Oui, j'ai quand même voulu prendre positivement la question, entre guillemets, qui jette le doute sur le travail de notre conférencier, pour rappeler quelque chose de très important même pour les étudiants et étudiantes ici présentes, que l'an dernier, il y a un travail collectif très important sur l'Afrique ancienne, sous la direction du professeur Fauvel, et une des contributions importantes nous permettent de répondre à vos interrogations. Et je me réfère à un article précis de l'archéologue historien Scott Machichi-Rune, qui a travaillé sur les mêmes sensibilités, notamment sur une archéologie des femmes à partir de la poterie, sur le Tchad comme terrain et le Cameroun. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est comment est posée la question que vous soulevez: à qui appartient le passé? Qui possède le passé? Pour qui travaillent les archéologues? À qui leur travail profite-t-il? Quelle place leurs résultats se verront-ils accordés au sein des grands récits de l'histoire de l'humanité, qui est considéré comme socialement légitime pour se prononcer sur l'histoire? Donc vous voyez la série de questionnements sur votre travail scientifique de terrain. À un moment donné, il y a des disciplines autres que l'archéologie et l'ethno-archéologie qui s'autorisent d'habiter ces travaux, et qui ne sont pas une simple curiosité du passé, mais ils ont un intérêt majeur pour le présent. Et c'était le cas de cet historien qui a débouché sur... Il est parti pour 8 mois de recherche au Tchad, et il est resté en accord avec les autorités tchadiennes et Cameroun 12 ans.
Et c'était une richesse extrêmement importante jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma dernière question, pour conclure à notre conférencier, et avec son accord avant-hier, vous avez présenté un essai d'interprétation, une sorte de bricolage des données des anthropologues, comme disait Lévi-Strauss, c'est dans le sens noble du bricolage, pour nous exciter à aller plus loin. Donc, une question première, l'humanisation a-t-elle été gommée en adoptant la civilisation, comme disait Norbert Elias, que la civilisation qui est née d'une activité de table, civilitate, et qui a donné lieu à la civilisation. Et comme les deux empires, britanniques et français, ont considéré que leur civilisation, leur manière d'être à table est la meilleure, il faut la propager. Et nous avons aujourd'hui l'héritage de cette civilisation à ramener aux autres peuples qui ont une civilisation sauvage ou inférieure, ils n'ont pas de civilisation. Donc, c'est un chantier ouvert grâce au travail de notre conférencier. Donc, ma question pour conclure, quel est l'ancrage de vos appartenances philosophiques, intellectuelles et spirituelles qui vous ont amené à réfléchir sur là. Je pense à Heidegger, à Husserl, etc. Merci. Merci beaucoup. Alors, Habib, vous avez été un tout petit peu long sur la question finale. Du coup, il reste vraiment 1 minute à notre intervenant. Je suis désolée. Oui. Pourrait respecter le temps qui est imparti et pour mes collègues qui travaillent aussi. Voilà. Non, mais pour aller très vite, je dirais que si j'avais à mettre un mot essentiel, ça serait celui de médecin. Je suis avant tout médecin et pour moi, ça fait partie oh là là, le mot m'échappe, excusez-moi, le serment d'Hippocrate, voilà. C'est-à-dire d'être à l'écoute de ce que je ne comprends pas, mais je suis obligé en tant que thérapeute d'essayer de donner du sens, même quand apparemment, effectivement, on ne sait pas et on est bien obligé de faire intervenir cette dimension imaginative. Alors effectivement, si je n'ai pas pu exercer mon métier de médecin sans aller chercher des sources philosophiques, on peut très vite Descartes, Kant, Hegel, Husserl et Heidegger. Et là, on commence à réfléchir sur je pense donc je suis, j'éprouve donc je suis, et comment toutes ces combinaisons petit à petit permettent d'être en contact, pas seulement avec le monde visible. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.